Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été tant demandée, qui concerne la vie à Montréal. Cette vidéo, je vais la découper en deux parties. La première partie qui va être concernant le coût de la vie à Montréal qu'on va aborder aujourd'hui. Et la seconde partie sera la prochaine vidéo qui sortira. Elle concernera les différentes activités que vous pouvez faire à Montréal. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans. Je me trouve actuellement en PVT Nouvelle-Zélande, mais je vais venir terminer mon PVT Canada en mai 2023 parce qu'on avait pris enfin nos petits billets d'avion pour pouvoir revenir au Canada. Donc je peux enfin vous dire qu'on reviendra en mai. En attendant, on fuit l'hiver canadien et on passe un été en Nouvelle-Zélande. Je vous avoue que là je suis vraiment super contente qu'on ait du soleil parce qu'on a enchaîné des journées de pluie. Je me suis dit, je vais vous filmer quand cette vidéo, et là on a saisi l'occasion parce que le temps il change super rapidement en Nouvelle-Zélande et on est quand même bien content d'avoir cette chaleur, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis également coach où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder dans la description le lien que j'ai mis où vous avez accès à toutes les informations concernant ces sessions de coaching. Vous pouvez réserver le créneau avec moi. Si vous avez des questions, mes DM sont ouverts sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un email également à mon adresse email qui se trouve également dans la description. Puis sans plus tarder, on va aborder cette fameuse vidéo. Donc, j'ai mon ordi avec moi, j'ai préparé un tableau que j'avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Ce tableau en fait il est issu de la vidéo budgétiser son aventure PVT que je vais vous mettre dans le petit i juste en haut où j'avais présenté deux tableaux. Un tableau qui vous permettait de budgétiser votre aventure avant le départ en PVT et votre aventure pendant votre PVT, et c'est ce tableau que j'ai pris et que j'ai adapté pour la vidéo en fonction de nos dépenses et de notre rythme de vie. Si ça vous intéresse de télécharger ces tableaux, je vous ai mis également le lien dans la description. Ce sont des tableaux qui sont accessibles gratuitement et que je vous offre généreusement. Je vais aborder les dépenses qui sont faites uniquement sur un mois environ, les dépenses qu'on a pu faire durant un mois typique et non les dépenses que l'on a fait à l'arrivée, puisque ce sont des dépenses qui sont généralement un peu plus conséquentes. Par exemple l'achat d'une voiture, les achats de nourriture, la première nécessité, sel, poivre, huile, etc. sont des éléments qu'on achète une fois et qu'ensuite on rachète plus. Également des vêtements pour l'hiver si vous arrivez en plein milieu de l'hiver. Donc voilà, ce sont des dépenses qui varient en fonction de chacun. Les dépenses sont généralement un peu plus conséquentes et ensuite ça se rééquilibre sur le reste de l'année et sur le reste des mois. Pour ce faire, je vais faire un mix entre les dépenses que nous on a effectuées et les moyennes que vous pouvez trouver sur internet. Spoiler alert, sachez que c'est pas forcément ce que vous trouvez sur internet qui est vraiment vrai. Là, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez avoir un cas concret d'un couple qui vivait à Montréal. Pour vous faire un topo de notre profil, on n'était pas des personnes qui sortent la nuit, on est plutôt des personnes de la journée. Donc tout ce qui est bar, boîte de nuit, on n'a pas eu de dépenses concernant ça. On sortait quelques fois au restaurant, parfois on faisait des McDo, des BK, donc voilà, il y avait un petit budget restaurant. On faisait surtout des activités, donc par exemple des activités dans les parcs nationaux, on a fait du chien de traîneau, on a été dans une érablière pour découvrir la saison des sucres et toutes les spécialités de l'érable durant cette période-là. D'ailleurs, il y a eu différentes vidéos à ces sujets, donc si ça vous intéresse, j'ai fait une playlist directement concernant les différents vlogs au Canada qu'on a fait. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la petite playlist dans le petit i. Puis au niveau de la nourriture, on n'est pas des gros consommateurs de viande, on consomme parfois du poisson, enfin quelquefois du poisson, quelquefois de la viande, mais on aimait manger des produits de qualité, donc parfois on n'hésitait pas à mettre un petit peu plus pour avoir des choses meilleures, notamment la viande. Sachez que ça coûte cher au Canada et qu'ils utilisent des OGM pour la viande, donc si vous voulez avoir une viande entre guillemets comme en France qui n'a pas d'OGM, mais il faut taper un peu plus cher. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pré-rempli parce que sinon je trouve que ça aurait été trop long et un peu barbant pour vous que je le remplisse au fur et à mesure, mais on va voir tous les détails ensemble et je vais vous expliquer. On va commencer par les revenus, puisque c'est, comme vous pouvez voir sur le tableau, c'est ce qui est le plus petit. On avait chacun un emploi dans une usine, donc on était opérateur, j'étais opératrice de production en packaging et Axel était cuisinier industriel, mais on avait le même salaire. On était payé 15 $ canadiens de l'heure brut, ce qui faisait du 11,36 $ net, sachant que le SMIC au Québec est de 14,25 $, donc on ne gagnait pas non plus des masses, donc ce qui nous faisait un salaire en dollars canadiens de 1900 $ par mois, mais vous êtes payé généralement tous les 15 jours, donc on coupait la poire en deux, on avait environ 900, 950, quelque chose comme ça toutes les 2 semaines, qui nous faisait en tout un budget de 3800 $ par mois ensemble. On va aller vérifier quel est le montant moyen qui est gagné
à Montréal, les salaires sont soit exprimés en montant annuel, soit exprimés au taux horaire. Nous généralement on regardait au taux horaire parce que c'est plus simple. Annuel, comme on reste pas un an dans une entreprise, c'est un peu plus compliqué pour nous, enfin ça n'a pas de pertinence. Ils disent que le salaire brut de l'heure est d'environ 21,53, ce qui est, comme vous pouvez le voir, 5 voire 6 $ de plus que ce qu'on gagnait. Ça fait quand même une petite différence. Mais on avait vu quand même des montants parfois hallucinant. Sachez que c'est pas forcément vrai. Ce que je vous conseille plutôt de regarder, c'est si vous avez un métier que vous voulez exercer, par exemple vous voulez exercer la profession de barista, vous allez directement regarder le salaire moyen d'un barista à Montréal et là vous allez avoir différentes données. Donc on va aller regarder ça ensemble à titre d'exemple, comme ça je vous illustre bien. Sachant que quand vous êtes en restauration, les salaires peuvent être un peu moins élevés, mais il y a un élément qui peut tout faire changer et vous faire augmenter votre fiche de paye, ce sont les tips. C'est très recommandé d'en laisser lorsque vous allez dans un restaurant ou dans un bar ou que sais-je, tout ce qui est en lien avec l'hôtellerie-restauration. Généralement, le montant à laisser, c'est entre 10 et 15% de la note. Donc, ça commence quand même à chiffrer, sachant que, pour vous expliquer comment ça se passe en restauration brièvement, ce que vous voyez sur le menu, c'est pas du tout le montant que vous allez payer à la fin. Les prix sont affichés hors taxe. À cela, il faut ajouter la taxe fédérale, donc la taxe du Canada. Et ensuite, ces deux sommes réunies, vous allez ajouter la taxe du Québec qui est de 9,9% environ. Et ensuite, avec ça, vous allez ajouter les pourboires. Ce qui fait que la note, elle augmente. C'est pas du tout le même montant. Le budget restaurant commence à être plutôt conséquent quand même quand vous avez tout ça à ajouter. On va trouver le salaire moyen d'un barista. Vous utilisez le code CNP du barista pour pouvoir le trouver. Donc en l'occurrence, c'est 67,11. Et là, comme vous pouvez voir, le salaire bas moyen, c'est 14,25, donc c'est le SMIC québécois. Et le plus haut, ça peut être jusqu'à 20 $ de l'heure. Mais comme je vous ai dit, les baristas, les serveurs, toutes les professions dans l'hôtellerie-restauration, vous pouvez avoir un bon supplément de salaire grâce aux chips. Nous, clairement, on arrivait à gagner jusqu'à, je crois, environ 2000 € par mois en net pour un travail dans la restauration quand on travaillait dans le camping. Et ça, c'était grâce aux chips. Pourtant, on était payé 14,25 le salaire minimum. Sachez que y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération lorsque vous regardez les salaires moyens. Maintenant, on va passer aux dépenses. Donc, j'ai catégorisé les dépenses en différentes catégories. On a le transport, le logement, les courses, les activités sorties, les divers, donc la pharmacie, les achats en ligne, les vêtements, des petites babioles quoi, clairement. Tout ce qu'on a regroupé ensemble et qu'on ne savait pas où mettre ailleurs. Et les frais pensés permanent. Au niveau du transport, nous on avait notre propre voiture qu'on avait achetée et on devait donc payer par mois notre assurance et notre essence, sachant que l'essence était une bonne partie de notre budget voiture parce qu'on devait se rendre à notre travail en voiture. On avait 30 minutes de trajet aller et 30 minutes de trajet retour, ce qui fait qu'au final l'essence ça part vite. On partait en plus les week-ends faire les randonnées dans les parcs nationaux, etc. Donc l'essence chiffre vite, mais sachant qu'à ce moment-là, donc c'était vers la période de l'hiver 2021, l'essence était moins chère au Canada qu'en France. Là je pense que notre budget aurait été beaucoup plus élevé. Ensuite, deuxième poste de dépense, le logement. Nous, on avait un loyer de 900 $ par mois. On était situé dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, qui est un des quartiers les moins chers de Montréal. Pas un quartier craignos, loin de là, il est plutôt chouette, sympa, familial. C'était pas un loyer très élevé quand même. On avait ensuite un demi-sol, donc ce qui fait aussi que son loyer était moins élevé que d'autres logements. Un demi-sol, donc c'est un logement qui se situe au niveau du sous-sol, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes d'humidité et de luminosité. Dans notre chance, on va dire, nos fenêtres étaient plutôt hautes, donc on n'a pas eu de problème de luminosité, mais il est vrai qu'il faisait pas aussi c'était pas aussi lumineux que si on avait un appartement par exemple premier étage ou deuxième étage. Si on veut faire des économies quelque part, il y a quelques inconvénients à prendre avec, et ça c'est vrai que c'est un inconvénient par rapport à ça, mais clairement cet appartement il a fait l'affaire pour la durée qu'on est resté à Montréal. Je vais vous mettre à l'écran les différentes moyennes des loyers que j'ai trouvés qui se trouvent dans les différents quartiers de Montréal au mois de décembre 2022, et vous allez voir que clairement notre loyer était pas mal en dessous des moyens que vous pouvez trouver, et qu'il y a certains quartiers qui sont vraiment très cher. L'un des quartiers qui est le plus cher, c'est le plateau
Montréal, et clairement je comprends pas pourquoi il y a tout le monde qui va là-bas, sachant qu'il y a plein de Français là-bas et que l'objectif quand tu pars dans un autre pays c'est de ne pas te retrouver avec tes compatriotes, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Concernant l'assurance logement, sachez qu'elle n'est pas obligatoire au Québec, mais que nous on a souhaité en prendre une parce que c'est une habitude française qu'on a prise et qu'on compte bien garder. Donc elle nous coûtait 20 $ par mois, donc franchement c'était pas grand chose, on préférait être assuré au cas où pour 20 $ plutôt que tout perdre 0 $. Et on devait également payer nos lessives dans le sens où notre machine à laver et le sèche-linge n'étaient pas gratuits, c'était pas inclus dans le logement, donc bon c'était quelques dollars par semaine, mais voilà, c'est toujours un petit montant à mettre dans le budget et à prendre en compte. Ensuite, concernant les courses, nous on allait au supermarché Maxi, c'est l'un des moins chers, et on allait ensuite dans un vrac. Sachez que au Québec, les gens généralement ils vont faire leurs courses à différents endroits. Ils vont au supermarché pour les affaires générales. Ils peuvent aller au marché de fruits et légumes pour récupérer leurs fruits et légumes, et aller dans d'autres magasins spécialisés pour trouver d'autres produits qu'ils veulent. Nous on faisait juste 2 magasins, clairement on n'allait pas chercher nos fruits et légumes dans un supermarché parce qu'on avait on n'allait pas chercher nos fruits et légumes dans un marché parce qu'on avait vraiment la flemme et on se contentait de ce qu'on trouvait au supermarché. Mais sachez que vous avez différentes enseignes, donc vous avez les enseignes Super C et Maxi qui sont l'équivalent un peu de Lidl, je dirais, mais franchement elles sont super bien. Nous on préférait Maxi par rapport à Super C. Vous avez ensuite Walmart qui est un peu l'équivalent de Carrefour, et vous avez après IGA, je sais jamais comment on prononce ce nom, et également Metro Plus qui sont un peu les équivalents Monoprix, donc c'était beaucoup plus cher. Et vous trouvez à contrario dans ces magasins là beaucoup de produits européens. Mais bon, les prix... Voilà quoi, par exemple les céréales, je peux vous assurer que dans n'importe quelle enseigne, les céréales ça coûte vraiment une blinde. Autre chose à savoir concernant les courses, les prix affichés sont généralement hors taxe, sauf pour les produits de première nécessité. Par exemple le lait, les œufs, enfin tout ce qui est laitage. Vous avez aussi les fruits et légumes, le pain, voilà, tous ces produits là, il n'y a pas de taxe qui est appliquée dessus. Tout le reste, tout ce qui sont des produits dits transformés, donc les céréales, les sodas, café, produits d'hygiène, etc. Tout ça sont des produits dits transformés, et donc il y a une taxe qui s'applique dessus, donc la taxe provinciale et fédérale, donc les deux. Vous avez le duo gagnant. Pour les marchés, vous en avez quelques-uns qui sont super connus. Vous avez celui de Jean Talon, Atwater, vous avez aussi celui de Maisonneuve qui sont plutôt bien. Nous ensuite au vrac, on allait chez Méga Vrac, l'enseigne, ils ont quelques magasins dans Montréal et franchement c'était vraiment très bien, des prix plutôt corrects. Leur beurre de cacahuète, je vous jure, c'était une tuerie. C'était je crois que c'était le meilleur beurre de cacahuète que j'avais mangé de toute ma vie, et d'ailleurs à chaque fois qu'on y allait je remplissais le pot à fond. Et après parfois on allait dans des magasins spécialisés, par exemple pour un truc tout bête, mais pour faire nos lessives on utilise le Décolor Stop, donc les petites lingettes anti-décoloration, et c'est introuvable au Canada hormis dans une enseigne qui s'appelle Top Discount, et c'est des Français en fait qui importent des produits français pour les Français qui se trouvent à Montréal. Et clairement des fois ça fait plaisir de retrouver quelques petits gâteaux et tout, donc de temps en temps on passait là-bas. Sinon on allait dans d'autres enseignes type Dollarama, c'est un peu l'équivalent de tout à 2 €, tout ce qui est bonbons. Vous avez parfois quelques trucs d'hygiène aussi, enfin c'est des produits vraiment pas chers, donc si vous voulez faire des économies sur ces produits là, je vous conseille d'aller chez Dollarama. Si vous voulez avoir une idée par exemple de combien peut coûter un litre de lait, je vous conseille d'aller regarder sur le site Numbeo, et dessus donc vous rentrez la ville de Montréal et vous pouvez voir que les différents prix des différents produits, je dirais, de première nécessité, ça peut vous donner une idée en fait de combien ça pourrait coûter et quel serait votre budget course. Du coup, nous, notre budget course pour le supermarché était de 450 $ environ par mois, sachant qu'on y allait une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais généralement c'était une fois par semaine. Et comme je vous disais, on est chez Maxi et on allait au vrac, je dirais 1 à 2 fois par mois, pas plus, parce qu'on avait quand même suffisamment ce qu'il nous fallait. Ce qui nous faisait qu'en tout, on avait environ 550 $ de budget course. Ensuite, on passe aux activités et sorties. Comme je vous ai dit, nous, on faisait plutôt des activités, par exemple les randonnées dans les parcs nationaux. C'est pas des endroits qui coûtent cher, mais quand vous additionnez tout à chaque fois les tarifs à l'entrée de chaque parc, ça commence à monter. Donc vous avez par exemple les parcs au Québec qui coûtent 9 $ par personne, donc ça vous fait 18 $. Si vous faites plusieurs parcs, bah, ça vous coûte
un peu plus cher. Sinon, je peux vous conseiller de prendre la carte annuelle, le pass annuel. Vous payez un montant, je sais plus combien ça coûte. Et ça vous évite de payer l'entrée à chaque fois à l'unité. Ça peut peut-être parfois valoir le coup si vous comptez faire plein de parcs comme nous. Nous, on y a pensé un peu trop tard. Donc tant pis, on a continué à payer à l'unité, mais parfois ça vaut peut-être le coup de prendre le pass annuel puisqu'il peut être vite rentabilisé si vous faites beaucoup de parcs. Et dans nos activités sorties, il y avait également les restaurants qui étaient inclus. Donc comme je vous ai dit, on allait souvent, enfin souvent, ça nous prend pour des gros après. on allait donc soit au McDo, soit au BK, pas non plus très cher. Les restaurants moyenne gamme quand même, on essaie de les limiter un petit peu. Je dirais qu'on y allait une fois par mois, 2 fois par mois. Ensuite, au niveau d'hiver, on était en pleine période Covid, donc à un moment donné, Axel et moi, on est tombés malades, donc on a été positifs. Il a fallu à la pharmacie acheter des médicaments. On a souvent acheté des vêtements chez Decathlon, donc on les a mis dedans. Et voilà, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Bon, on n'était pas non plus super élevé, hein, 50 $. Et après, on avait aussi nos frais français permanents, puisque même si vous partez à l'étranger, vous allez toujours avoir des frais en France si vous gardez quelques abonnements. Par exemple, si vous avez un abonnement Netflix, elles sont chiantes, hein, ces mouettes là ici, franchement, je les aime pas ces mouettes, elles sont hyper bruyantes. Bref. Si vous avez par exemple vos abonnements Disney+, Amazon Prime, Netflix, ça sont des frais que vous gardez en euros si vous ne changez pas votre carte et du coup votre devise. Donc ce sont des frais que vous allez garder. Si vous avez un compte bancaire que vous gardez en France mais que c'est pas par exemple un compte bancaire en ligne, vous allez payer les frais de votre carte. Si vous gardez votre forfait téléphonique français, ce qu'on avait fait, vous allez aussi payer. Donc voilà, il faut aussi penser à tous ces frais là. Nous, donc, comme je vous ai dit, on a notre forfait téléphonique. On avait aussi un abonnement Netflix et on avait aussi notre compte bancaire jusqu'à ce qu'on passe en fait chez Boursorama. Clairement Boursorama ça a changé notre vie. Je vous avoue qu'on économise quasiment 10 € par mois. Additionné à tout ça sur toute une année, ça fait pas mal d'économies quand même, donc on est plutôt content. Et donc du coup au niveau des dépenses communes, on est arrivé à un total de 2572 $ par mois environ, sachant que ça variait selon les mois. Il y avait des mois où est-ce qu'on dépensait un peu plus que d'autres, donc voilà. C'est grosso modo ce qu'on dépensait, ce qui fait que il nous restait à peu près 1200-1300 $ en tout de côté, donc ça fait à peu près 600 à 700 $. Mais moi j'avais des petits frais. En plus j'ai toujours mon prêt bancaire étudiant que je rembourse mois par mois. Il me tarde de terminer de le rembourser, ce sera au 30 janvier 2024 et je vous avoue que j'ai vraiment hâte ce jour, mais en attendant je continue de le rembourser. Donc ça voilà, c'est un montant que je dois rembourser par mois. Sachez que ça c'était un exemple de nos dépenses que l'on faisait par mois. C'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste vraiment pour vous montrer nous comment est-ce qu'on dépensait par mois. Ça peut varier en fonction de la personne, notamment le salaire, ça va être un peu votre base, hein, c'est votre source de revenus et de ça il va en découler des dépenses. Selon moi l'objectif est quand même que vous n'ayez pas tout dépensé durant votre mois, puisque il vaut mieux toujours avoir un filet de sécurité au cas où. On sait jamais ce qui peut arriver, un petit pépin ça arrive vite. Par exemple si vous achetez une voiture, il y aura peut-être des frais de réparation, donc ça sont des frais qu'on ne prévoit pas et donc, pour mieux les anticiper, il vaut mieux avoir un petit bagage de sécurité à côté. Après voilà, moi c'est mon petit côté prévoyant qui parle, mais je trouve que c'est toujours mieux de garder un filet de sécurité avec soi. En tout cas, vous avez pu voir un exemple de comment est-ce que nous on gérait notre argent, on va dire, et quel était le coût de la vie selon nous, notre mode de vie en fait, notre rythme de vie. On n'est pas des personnes qui allons en boîte de nuit, dans des bars, mais à contrario on faisait beaucoup d'activités, quelques restaurants et on aimait bien se faire plaisir au niveau de la nourriture en général. Sachez que en tout cas le coût de la vie dépend vraiment de vous et de votre rythme de vie. Je suis sûre qu'à salaire égaux, pour deux personnes différentes, vous n'aurez pas du tout les mêmes montants de dépenses. Surtout entre des personnes en couple et des personnes seules. Quand tu es en couple, ce qui est bien, c'est que tu peux tout diviser par deux, donc ça te soulage quand même au niveau financier. Sachez que vraiment tout est variable. Ça, c'était vraiment qu'un exemple, un exemple concret et que j'étais contente de vous montrer. J'espère que ça aura pu vous donner une idée quand même de comment sont réparties les différentes dépenses à Montréal et du coup comment est-ce que vous pouvez envisager votre vie là-bas tout simplement. Après, c'est impossible de prédire en avance combien ça vous coûterait tant par mois. Ça sera toujours variable, ça sera toujours à peu près, il y aura toujours
un peu plus de dépenses d'un mois et un peu moins de dépenses d'un autre mois. Exemple tout bête, pour Noël, vous allez un peu plus dépenser parce que vous allez acheter des cadeaux, vous allez vous faire plaisir, vous allez aller à des bons repas, vous allez acheter de la bonne bouffe pour justement passer des bonnes fêtes et c'est tout à fait normal, donc votre budget sera un peu plus conséquent. Mais à contrario, il y aura d'autres mois où ça sera un peu plus light et ça se rééquilibrera. Le plus important, c'est que vous trouviez un bon équilibre entre vos revenus et vos dépenses et que ça ne vous mette pas dans le rouge et inconfortable dans votre quotidien. En tout cas, le coût de la vie pourra paraître plus ou moins élevé en fonction d'où vous venez de la France. Nous, on venait du sud de la France, dans une petite ville à côté de Montpellier, donc le coût de la vie pour nous a paru un petit peu plus élevé que là où est-ce qu'on habitait, mais c'est normal parce que moi c'est une grande ville. A contrario, si vous venez, je pense, de Paris ou de la région parisienne, le coût de la vie vous paraîtra peut-être similaire ou équivalent. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de voir un petit peu plus quel était le coût de la vie à Montréal, et également à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur Instagram où je partage mon quotidien en Nouvelle-Zélande et bientôt mes aventures au Canada. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve pour la partie 2 sur les activités à faire à Montréal et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!